Voilà, on est bien là. Waouh, dit Marteau Pilon, bah oui, pour une fois qu'on entend les oiseaux, la musique, la voix, sans que ça foute trop le bordel, ah ça vous change. Donc aujourd'hui on est sur Forêt de France, un magazine. Tiens, on va faire ça en mode professionnel. Bonjour YouTube, aujourd'hui on est sur Forêt de France, le magazine des forestiers entre autres. Numéro 650, donc ça fait un petit moment que ça existe. Forêt de France qui nous propose cette semaine de parler du marché de l'épicéa et du sapin qui sont apparemment sur une pente ascendante. On aborde aussi les énergies vertes, une petite partie portrait de la ville à la forêt, une histoire, celle du FFN, donc le Fonds forestier national et le plan de relance, et la santé, donc le chêne et la chenille. Pourquoi je suis sur janvier-février, moi? Ah oui, je suis sur janvier-février, oui, parce que mars n'est pas arrivé. Je ne sais plus. Bref. Du coup, ce magazine Forêt de France, il est fait par Francilva, qui est une organisation syndicale. Donc je suis allé sur leur page internet, histoire de vous présenter un petit peu l'histoire. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Des messages privés qui n'ont rien à voir. Bravo, merci Renarsan. Donc je suis allé sur leur site Francilva. Qui sommes-nous? Tiens, est-ce qu'on commence par ça d'ailleurs? Nos valeurs, c'est mieux. Donc rejoindre Francilva, c'est adhérer à un système de valeurs qui oriente véritablement l'action menée par le syndicalisme. Et voici comment il se traduit au quotidien chez les forestiers du réseau Francilva. Donc on est sur une organisation qui représente d'une certaine manière la filière. Puisque ce sont des syndicats qui se sont réunis, c'est une fédération de syndicats de gestionnaires de gestion forestière. Voilà. Donc Francilva s'y fédère un réseau d'hommes et de femmes amoureux de la nature, attachés à la ruralité. La passion de la forêt du bois anime chaque adhérent, administrateur, président, sympathisant de Francilva dans leurs actions du quotidien. Et c'est cette passion commune qui fédère et qui donne un sens à un élan pour assurer la représentation de tous les propriétaires forestiers en France. Donc, leur valeur, c'est la passion, la responsabilité, l'engagement, l'ouverture, l'indépendance. Et en gros, Francilva, c'est 15 unions régionales, 73 syndicats départementaux et 3 structures dans les DOM, donc en Martinique, Guadeloupe et La Réunion. L'idée, c'est d'avoir une gouvernance nationale par rapport à des actions de gestion forestière, si j'ai bien tout compris. On va pas rentrer forcément plus dans le détail. Peut-être l'historique rapidement. Précisons historique. Blablabla. Ouais. Ah, la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs de France devient Francilva, tout simplement. Alors Francilva, ils éditent plusieurs magazines, dont Forêt de France. Il me semble qu'il y a Forêt Entreprise aussi, mais je suis pas sûr. Ce magazine qu'on commence généralement par un édito. Donc là, on est avec Antoine Damécourt, qui est président de Francilva et qui fait un petit édito sur le chêne et l'appel à plus de transparence dans les marchés. Donc là, on commence avec un édito déjà un peu technique. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous dit Antoine Damécourt? Ouais, on va zoomer un peu comme ça. Donc il nous dit que poussé par la reprise mondiale, la filière et les consommateurs réclament du bois et du chêne à corps et à cri. Depuis quelques mois, la filière et les forestiers se mobilisent donc pour faciliter les approvisionnements en chêne des exploitants et des scieries françaises. Pourtant, excusez-moi, ouais, pourtant, certaines voix continuent à vilipender les propriétaires comme étant de mauvais fournisseurs, responsables de la mort des scieries de chêne françaises. Un procès injuste. Si l'on regarde les chiffres, les exportations 2021 ont été à peine plus élevées que leur niveau d'avant-crise en 2019. Elles concernent surtout les chênes de faible qualité, mais aussi les frênes, les hêtres et d'autres essences massivement exportées, faute de débouchés en France, sans que, pour ces dernières, les transformateurs ne s'en émeuvent. Pour les propriétaires, il est essentiel que le chêne, qui impose un travail sylvicole sur au moins 4 générations, soit vendu à son juste prix. Cette essence de luxe doit également permettre de créer la valeur ajoutée pour toute la filière forêt-bois française. Alors comment faire? L'option soutenue par les transformateurs suggère de conditionner les aides publiques, voire la fiscalité, à un fléchage obligatoire des grumes, toute essence confondue, vers la première transformation française, qui, elle, garderait le droit d'exporter librement.
Mais alors que faire des essences pour lesquelles la première transformation ne trouve pas de solution? C'est toute la production forestière française qui serait ainsi déstabilisée. Et que dire de ce genre de mesures protectionnistes à l'heure où la France prend pour 6 mois la présidence d'une Union européenne très libérale? Cet assujettissement reviendrait de fait à placer les propriétaires dans la même situation que les producteurs agricoles face à la toute-puissance de la grande distribution. Pourtant, nous dit Antoine Damécourt, il existe des solutions simples de bon sens portées par l'amont forestier afin que l'accord de filière que le ministre appelle de ses vœux soit équilibré et novateur. Les transformateurs doivent accepter qu'à l'instar de toutes les matières premières, le bois ait un coût supérieur à celui des années 80. Mettons surtout de la transparence dans ce marché de niche du chêne. Les scieries doivent exprimer clairement et localement leurs besoins en grumes et en qualité, en volume et en qualité, et l'amont forestier les approvisionnera. Surtout, il est urgent de revoir les modes de commercialisation de tous nos bois en mettant en place plusieurs outils complémentaires pour améliorer les choses. D'une part, en construisant avec les partenaires de l'aval des contrats d'approvisionnement robustes, basés sur des cahiers des charges précis et des référentiels de prix consolidés. Pour ce faire, des plateformes d'allotement permettraient de limiter la vente de bois sur pied au mètre cube présumé en regroupant et en triant les essences et les qualités de bois afin de faire des lots homogènes qui se vendraient mieux et répondraient aux besoins exprimés. Par ailleurs, et comme le proposent les experts forestiers de France, il pourrait être également rapidement créé un fonds stratégique qui achèterait du bois sur pied pour disposer d'un stock multi-essences à revendre sous forme de contrat en fonction d'une demande anticipée. Enfin, pour le chêne et dans un bref délai, le label Union Européenne est un autre moyen de réserver le bois pour des scieurs français. Il repose évidemment sur le volontariat et surtout, bien entendu, Qu'est-ce qu'on entend? Très bien. Il repose évidemment sur le volontariat et surtout, bien entendu, le montant du prix de retrait reste fixé par le propriétaire. Cependant, ce dispositif ne sera séduisant que s'il impose d'ici 6 mois jusqu'à la seconde transformation incluse. Cela éviterait l'exportation de sillage frais qui manque ensuite à nos menuisiers et à nos charpentiers. Qui nous fait une blague, il dit « Dis Siri, tu n'aurais pas du chêne ?» Oui, Siri, chêne, ça y est, ça vient de m'arriver, bravo. Les propriétaires forestiers souhaitent travailler avec les scieurs et les exploitants français au profit de la filière, alors travaillons sereinement hors du champ des caméras et des déclarations destructrices. Ensemble, nous devons investir dans la première et seconde transformation, innover et travailler en bonne intelligence afin de tirer chaque maillon de la filière chêne vers le haut, que cette année 2022 nous permette de trouver les meilleures solutions. Donc, édito de la part du président de Francilva, qui dit en substance que il y a de plus en plus de bois qui part à l'étranger, qui est vendu directement sans avoir été transformé, et que ça, c'est un problème pour la filière bois française, puisqu'elle a du mal à trouver. J'ai un éternuement qui arrive, ne vous inquiétez pas si tout d'un coup ça explose. Mais du coup, dans la filière bois française, la transformation, on a du mal à trouver de la ressource, tout simplement. Et que propose ce président? C'est presque de faire de la planification, c'est-à-dire de créer des stocks de réserve, de limiter certaines ventes à des utilisations et des transformations françaises. Donc, bien qu'il parle de libéralisme, et d'une Union européenne très libérale, il soulève la question de faire de la planification au niveau de la forêt française et de l'approvisionnement en bois. Ce qui personnellement me paraît tout à fait cohérent, puisque jusqu'ici on travaille plutôt d'une manière assez anarchique, j'ai l'impression. Étant donné que chacun est libre de vendre à qui il veut, ce sont les lois du marché libéral, mais étant donné qu'on a une filière forêt-bois qui est quand même sacrément importante en France, est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un petit peu de prévisionnisme là-dedans et de protectionnisme, comme pose la question Antoine Damécourt, président de Francilva. Alors, dans ce dossier, hop là, dans les actualités, on a le Bois Énergie, un coproduit stratégique. Donc un petit article qui est rédigé par le directeur général de Francilva. Donc vous voyez, au début de ce magazine, on commence quand même par des articles qui nous donnent un petit peu l'état d'esprit de cette fédération et de leur vision de la filière et de ce qu'il faut faire.
Donc par rapport au bois énergie, donc le bois énergie c'est tout ce qui va être utilisation de bois qui vont servir ensuite dans des chaufferies, alors soit parce que ça a été transformé en plaquettes, soit parce que c'est utilisé tel quel en tant que bûche, soit parce que ça a été transformé d'une certaine manière pour alimenter des chaufferies alors qu'elles soient individuelles ou collectives. Les aspirations gouvernementales vis-à-vis des énergies renouvelables sont ambitieuses, elles visent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et dans ce contexte, une question légitime se pose. La forêt française peut-elle répondre à nos besoins énergétiques tout en continuant à jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique? Et Laurent de Berthier va même plus loin. La transition écologique ne se fera pas sans la filière bois, sans la filière forêt-bois, qui peut répondre à un grand nombre de nos besoins dans une logique bas carbone, logement, infrastructure, emballage, énergie. Au cours de la vie d'un peuplement, les arbres que nous contribuons à faire grandir dans une logique de bois d'œuvre, les grumes valorisées pour la construction notamment, donc ces grumes génèrent inévitablement de la biomasse destinée à l'énergie. Sur toute la durée de vie d'un peuplement de feuillus notamment, 40% de la biomasse produite se trouve dans le houppier, valorisable uniquement en bois énergie ou en industrie. Évidemment, les branches du houppier, ce sont celles que l'on va broyer pour ensuite faire des copeaux ou des pellets. Et sur ces 60% destinés au bois d'œuvre, près de la moitié encore formera des coproduits. Une analogie agricole illustre bien ce phénomène. Le bois énergie est au bois d'œuvre ce que l'épluchure est à la pomme de terre. On ne cultive pas les pommes de terre pour leurs épluchures, mais la pomme de terre sans peau n'a pas encore été inventée. Donc dans le bois, ce qu'on appelle des coproduits, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle aussi des déchets d'usinage. C'est tout ce qui ne va pas être utilisé lorsqu'on va passer des grumes dans une scierie. Donc généralement, quand la grume arrive dans la scierie, elle est écorcée. Donc là, on a déjà des coproduits qui sont créés, puisque les copeaux d'écorce peuvent être valorisés en bois énergie. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est chute, c'est-à-dire lorsqu'on va découper nos planches dans les différentes grumes, eh bien une partie du bois qui ne va pas rentrer dans la forme de la planche. Donc c'est une chute, c'est un coproduit qui peut également être broyé et utilisé dans du bois énergie. Il y a tout ce qui va être sciure qui peut être récupéré, qui est généralement valorisé au sein même de la scierie, puisque plus ça va, plus les scieurs ont tendance à s'équiper avec des chaufferies qui permettent d'alimenter soit en chaleur, soit en électricité la scierie elle-même. Et donc du coup l'analogie agricole avec les patates et les épluchures est plutôt bien trouvée, puisque en effet quand on va usiner une grume de bois, on va avoir aussi des épluchures entre guillemets que l'on peut valoriser. Pour autant, le bois énergie joue un rôle essentiel dans la structuration économique de la filière. Bien souvent, l'existence ou l'absence de débouchés bois énergie va conditionner la conduite des opérations sylvicoles. Tout au long de la vie du peuplement, plusieurs dizaines d'années, le forestier réalise des actes sylvicoles, éclaircies, ouverture de cloisonnement, coupes sanitaires, qui génèrent de la biomasse à destination de l'énergie ou de l'industrie. On peut en faire du papier ou des panneaux d'agglomérés. Si ce débouché ne rémunère pas le travail et les investissements réalisés, le propriétaire peut être contraint de ne pas réaliser les actes sylvicoles. En gros, si les opérations d'éclaircie, d'ouverture de cloisonnement, de coupe sanitaire ne sont pas valorisables financièrement parlant, il y a certains propriétaires qui décident de faire l'impasse sur ces travaux qui jouent en faveur du peuplement à terme, mais qui sur le moment peuvent se révéler être coûter de l'argent tout simplement. Si ce débouché ne rémunère pas le travail et les investissements réalisés, le propriétaire peut être contraint de ne pas réaliser les actes sylvicoles et, in fine, c'est la production de bois d'œuvre qui sera pénalisée. La tension sur le marché du chêne trouve ici un éclairage. D'accord, la tension sur le marché du chêne trouve ici un éclairage. Ainsi, le bois d'énergie, qui était autrefois la fonction première de la forêt, revient sur le devant de la scène avec les impératifs écologiques que nous connaissons. Tout l'enjeu pour les forestiers est de pouvoir maintenir la complémentarité des usages, le bois énergie comme coproduit naturel du bois d'œuvre, tout en assurant une rémunération suffisante pour permettre la mise en place de tous les actes sylvicoles attendus dans le cadre d'une gestion durable des forêts. Après des fêtes passées au coin d'une belle flambée, toute l'équipe de France Sylva vous présente ses vœux pour l'année 2022. C'est normal, on était dans le magazine de janvier-février.
Qu'est-ce qui est dit dans cet article? C'est que le bois énergie, ça peut être une bonne manière de valoriser ce qu'on appelle des coproduits, que ça soit lors de la gestion ou lors de l'exploitation et de la transformation de ces bois. La réalité fait que très souvent ces produits ne sont pas assez valorisés et que, comme je disais tout à l'heure, si les scieries ont décidé d'installer des chaufferies bois sur le site de la scierie, c'est aussi parce qu'ils n'arrivaient pas très souvent à valoriser les copeaux, les écorces, tous les coproduits de la transformation, et que pour eux c'est plus rémunérateur d'investir dans une chaufferie qui va utiliser ces coproduits, donc une chaufferie qui ne nécessite pas qu'on sorte de la trésorerie pour l'alimenter, plutôt que d'essayer de faire des lots à vendre, à vendre tout court, je ne sais pas trop à qui. En tout cas, j'ai pu rencontrer des scieurs qui disaient que voilà, il y a eu des moments où ils étaient obligés de vendre leurs coproduits, en particulier la sciure et les écorces, à des prix inférieurs à ce que cela leur avait coûté, tout simplement parce que il y a des quantités assez énormes de ces coproduits dans les scieries et que il valait mieux parfois les vendre à perte plutôt que de les stocker sur la scierie sans en faire rien du tout. Donc ça ne se pose pas à partir du moment où vous avez une chaufferie qui alimente la scierie avec les coproduits qui sont produits par la scierie. C'est moi ou les oiseaux sont discrets ce matin? Ils ont vu qu'il faisait gris. Alors, ensuite on continue avec des articles qui concernent beaucoup l'activité de France Silva. Donc France Silva bien active aux assises du Grand Est. On va peut-être passer là-dessus. Des petits articles sur ce qui se passe par rapport à l'équilibre forêt-gibier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc généralement des journées de formation si je ne m'abuse, les plans de chasse dans le Haut-Rhin, le décès d'un grand forestier en Normandie, l'agenda de France Silva, les actions de France Silva au service des forestiers privés. Donc là on est sur un numéro de début d'année, donc je suppose qu'ils font un petit peu le bilan des actions qui ont été réalisées par le passé. On va peut-être pas trop s'arrêter là-dessus. Les actualités de France Silva Service, France Silva par-ci, France Silva par-là, un article sur la politique et un manifeste pour des ruralités vivantes. À 4 mois des élections, 36 associations et syndicats formulent 10 propositions pour revitaliser les territoires ruraux. Et nous relayons ce manifeste auquel France Silva est pleinement associé. Donc France Silva partout. Et ensuite, on arrive sur des actualités vis-à-vis de la forêt française. Alors là, l'actualité commence avec l'inventaire 2016-2020 sur la mortalité des arbres, qui apparemment progresse en forêt. Le dernier inventaire forestier réalisé par l'Institut national de l'information géographique et forestière, qu'on abrège en IGN, même si ça ne correspond plus du tout à, à l'intitulé de cette structure, mais l'IGN, montre l'augmentation sensible d'arbres morts en forêt. Le climat et les maladies en constituent la cause. Pour dresser le bilan des forêts françaises, les experts de l'inventaire forestier, de l'IGN et du département de la santé des forêts, donc le fameux DSF, observent en continu et produisent divers indicateurs dont le stock d'arbres morts qui date de moins de 5 ans et la mortalité des branches dans le houppier des arbres, les branches qui sont situées autour de la cime, donc les branches qui sont dans la partie vivante du houppier. En moins de 10 ans, la mortalité des arbres a augmenté de 35%. Sur la période 2005-2013, 7 millions de mètres cubes sont morts en moyenne chaque année. Sur la période 2011-2019, cette mortalité s'élève à 10 millions de mètres cubes, donc il y a eu une progression de 3 millions de mètres cubes en 6 ans, on va dire. Notamment à cause des crises sanitaires liées à des conditions climatiques difficiles pour les arbres. Succession de sécheresses propice à l'expansion de quoi? Géographique des bioagresseurs, en particulier les insectes xylophages, donc ceux qui se nourrissent du bois, comme les scolites. Alors techniquement, les scolites ne sont pas des xylophages, ils sont des cambiophages, si je me souviens bien, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas le bois. Xylo, c'est le xylème, donc c'est le bois qui est mort, me semble-t-il, alors que les scolites s'intéressent particulièrement à la partie vivante qui se situe entre l'écorce et l'arbre. Donc les sécheresses ont été particulièrement
propice à l'expansion géographique des insectes xylophages comme les scolites ou les champignons comme la calarose. Ainsi, le châtaignier, principalement dans le sud-ouest et sur le pourtour du Massif central, le frêne dans le Grand Quart Nord-Est, le pin sylvestre et l'épicéa commun dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et dans une moindre mesure en Auvergne-Rhône-Alpes sont les essences qui représentent les plus forts taux annuels moyens d'arbres morts en moins de 5 ans. Donc, si on reprend, le châtaignier, le frêne, le pin sylvestre et l'épicéa commun représentent les plus forts taux annuels moyens d'arbres morts datant de moins de 5 ans. Le stress hydrique influe également sur la croissance des arbres qui s'en trouve diminuée. Ainsi, en moins de 10 ans, la croissance des arbres affiche une baisse de 3% sur la période 2005-2013. La production biologique était de 91 millions de mètres cubes en moyenne par an, alors que sur la période 2011-2019, la production atteignait en moyenne 88 millions de mètres cubes. Donc on est passé entre 2005-2013, donc on va dire les années 2000, et ensuite 2011-2019, les années 2010, de 91 millions de mètres cubes produits par la forêt française à 88, ce qui fait une perte de 3 millions de mètres cubes par an. Ces dernières années, davantage de coupes ont été réalisées pour des raisons sanitaires, en raison de la hausse des maladies. Il n'est toutefois pas possible d'en quantifier la part chiffrée. Le constat global est qu'en moins de 10 ans, le volume de bois coupé en forêt a augmenté de 18%. On ne va pas rentrer dans les chiffres de millions de mètres cubes, ça ennuie tout le monde. Ah oui, c'est un article très court. Et il y a un petit bandeau qui nous dit que depuis plus d'un siècle, la superficie forestière métropolitaine augmente d'environ 80 000 hectares par an, soit 8 fois la superficie de Paris. Cette extension se produit notamment en Bretagne et dans la zone méditerranéenne. En 1908, la forêt française couvrait 19% de la métropole avec près de 10 millions d'hectares. Elle en couvre désormais 31% avec 17 millions d'hectares et il s'agit de la quatrième surface forestière européenne derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. C'est l'occupation du sol la plus importante après l'agriculture qui couvre plus de la moitié de la France métropolitaine. Donc en France, 50% de terrain d'occupation du sol agricole, 30% d'occupation du sol forestière. Mais cette moyenne masque de fortes disparités. 7 départements ont un taux de boisement inférieur à 10%, la Manche, la Vendée, la Mayenne, le Calvados, le Pas-de-Calais, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres. D'ailleurs, on peut aller chercher un petit peu, si vous tapez IGN, Memento, allez, 2022, je pense qu'il est sorti, vous allez tomber sur le Memento forestier de l'IGN, avec les éditions précédentes qui remontent jusqu'à 2012. Tac. Ah non, il n'y a pas le 2022, il n'y a que le 2021. Bon, ça suffira bien. Alors qu'est-ce que c'est ce Memento ? C'est le Memento de l'inventaire forestier, donc ça compile tous les résultats que l'IGN fait dans ses campagnes d'évaluation de la forêt française. Donc dedans, vous allez pouvoir retrouver tous les chiffres qui concernent la forêt française. Donc si on regarde un petit peu le sommaire, les surfaces forestières en Outre-mer, en France métropolitaine, l'augmentation de la surface forestière, le taux de boisement et à qui la forêt française appartient-elle. Les écosystèmes forestiers, la diversité, la composition, le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la répartition de certaines plantes, et ensuite les chiffres sur les ressources forestières, le bois vivant, l'augmentation de la ressource, les prélèvements, la mortalité. Et donc si on va sur l'augmentation de la surface forestière depuis plus d'un siècle, blablabla, donc ça c'est ce qui était écrit dans l'article qu'on vient de voir, on est passé de 19% en début du XXe siècle à 31% au début du XXIe siècle. Et on a un petit graphique d'évolution de la forêt en France. Je suppose que c'est surface métropolitaine. Donc 1840, on est à 9 millions d'hectares. Début 1908, on est à presque 10 millions d'hectares. Et après 85, c'est pas très précis ce graphique, on est à 14 millions d'hectares. Ah, bonjour madame ou monsieur le Corbeau ou madame la Corneille, je ne sais jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80 ? C'est le FFN, donc c'est le financement de plantation de forêts en France. Et on voit que depuis les années 80, 90, on va dire, on a une augmentation qui est régulière, un peu moindre qu'au milieu du XXe siècle, mais on continue d'augmenter régulièrement. Donc 2010, à peu près 16 millions d'hectares, 2020,
17 millions d'hectares. Ça nous permet de voir aussi un petit peu... un petit peu la répartition des forêts en France. Entre 1908, où l'Alsace et la Lorraine ne nous appartenaient pas apparemment, avec le massif des Landes qui reste prédominant sur le taux de boisement en France, la partie nord-est et un petit peu la partie sud-est. Et en 2020, bien, on voit qu'il y a eu une augmentation quasiment dans tous les départements de France de la surface forestière. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps pour voir? À peu près, oui, voilà. Et on voit une très grande augmentation de la surface forestière, en particulier dans tout ce qui est centre et sud de la France, avec la Bretagne, on va dire, la partie nord-ouest du pays, qui est toujours faiblement boisée à ce jour. On se calme. Qui me demande quel est l'intérêt de garder, si c'est le cas, du bois mort sur pied. Le bois mort sur pied, c'est extrêmement important dans une forêt parce que ça multiplie en fait les habitats et ça augmente ta part, on va dire, de biodiversité sur ton massif. De plus, si tu as des insectes qui se nourrissent du bois, ils vont avoir tendance à attaquer en fait les arbres les plus faibles, et donc du bois mort, pour certains insectes, pour certains champignons et bactéries, c'est plus intéressant que du bois vivant qui possède des défenses. Alors, est-ce qu'on peut aller voir sur internet quelle est la réponse? Quel est l'intérêt de garder du bois mort en forêt? On va tomber sans doute sur des recommandations. Ah tiens, l'ONF. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le bois mort en forêt n'est pas un signe de mauvais entretien, bien au contraire, il est indispensable pour la biodiversité. Il en existe de deux types, celui coupé par le forestier laissé au sol et celui mort naturellement laissé sur pied. Après une coupe, les forestiers de l'ONF laissent volontairement des rémanents, donc les rémanents c'est tout ce qui est branchage laissé sur place en forêt. Les branches à terre protègent le sol et se décomposent, favorisant l'humus qui va enrichir le sol, c'est tout à fait vrai. Et les arbres cassés ou morts, naturellement sur pied, sont conservés. Ils permettent à de nombreux insectes, champignons, oiseaux de s'y loger. On y estime que près de 25% des espèces forestières animales et végétales dépendent de la présence de bois mort. Donc, quel est l'intérêt de garder du bois mort sur pied dans ta forêt? Eh bien, c'est de faciliter au moins 25% des espèces forestières animales et végétales dans leur installation sur ton massif forestier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À nos amis suisses, il me semble, Waldwissen. Bois mort en forêt, formation, importance et conservation. Ah bah tiens, on va se faire un petit article là-dessus tant qu'on y est. Donc là, on est chez waldenwissen.net. Alors, qui sont-ils? Non. Il n'y a pas une petite série à propos? Qui sommes-nous? C'est encore mieux. Allô? Une ambiance très fin du monde, mais j'aime bien. Donc qui sommes-nous? Qu'est-ce que Waldwissen.net? C'est une plateforme d'information et de communication, collaboration entre 4 instituts de recherche, dont évidemment les sigles ne me parlent pas. Un site internet pour les professionnels de la forêt, par les professionnels de la forêt, qui propose des informations de qualité et régulièrement mises à jour sur différents thèmes relatifs à la forêt. Article élaboré de manière à traduire en langage abordable pour le professionnel des textes scientifiques de qualité dans de nombreux domaines forestiers. Ah bah c'est des copains ça. Lieu de rencontre, équipe de rédaction, blablabla. Très bien. Ok, d'où l'intérêt de dénombrer les arbres morts. Oui, alors on va parler un peu de cet article-là, mais l'intérêt de dénombrer les arbres morts, c'est bien que tu l'abordes parce que ça rentre en particulier dans tout ce qui va être labellisation, certification de forêts gérées durablement, avec des principes qui prennent en compte donc tout ce qui va être production économique, mais également utilisation sociale, mais également protection environnementale et biodiversité. Et donc si on va avoir aujourd'hui un label PEFC ou FSC, qui sont 2 certifications de forêt gérées durablement, il faut que les parcelles sur lesquelles les bois ont été exploités cochent entre autres une case par rapport à la diversité des habitats et donc à la présence de bois mort, que ça soit sur pied ou au sol.
Alors, que nous dit Waldwissen? Bois mort en forêt, formation, importance et conservation. Le bois mort est la base vitale pour de nombreuses espèces animales et végétales. Les objectifs en matière de conservation ne sont pas encore atteints. Des mesures ciblées s'avèrent donc nécessaires afin de promouvoir les espèces exigeantes. De grandes quantités de bois mort se constituent lors d'interventions sylvicoles ou d'événements naturels tels que tempêtes, bris de neige et infestations de scolytes. D'où des modifications permanentes de la quantité et de la qualité du bois mort en forêt. Figure 1, par exemple. Par bois mort, on entend des arbres ou parties d'arbres dépéris de dimensions et de qualités différentes, sur pied ou au sol, frais ou en décomposition. Donc on prend vraiment tout. Où est-ce que j'en étais? Même si le volume de bois mort diminue pendant la décomposition, il est présent dans des conditions naturelles en quantité similaire à tous les stades de saproxylation. Ah bon? Il n'y a pas une page wiki pour un mot aussi compliqué? Organisme saproxylique, du grec ancien sapros, putride et xulon, le bois, réalise tout ou partie de son cycle de vie dans du bois en décomposition. Donc, même si le volume de bois mort diminue pendant la décomposition, il est présent dans des conditions naturelles en quantité similaire à tous les stades de saproxylation, les premiers stades durant moins longtemps que les stades terminaux, donc les différents stades de décomposition du bois. Ah, figure 2, représentation schématique de la dynamique du bois mort, la mortalité naturelle des arbres due par exemple à la concurrence, aux tempêtes, aux scolytes, à la vieillesse, l'exploitation forestière et le dépérissement de parties d'arbres, créer du bois mort. Ce bois mort se décompose au fil du temps et les conditions de vie évoluent sans cesse. Ouais. L'importance écologique du bois mort. Oui, saproxylique, en effet, c'est un très très bon mot si tu arrives à le placer au Scrabble, ou même dans un dîner de famille, histoire de casser l'ambiance, ça, il n'y a pas de souci. Donc l'importance écologique du bois mort, le bois mort et sa biocénose, c'est-à-dire toute la vie animale qu'il peut accueillir, sont de bons indicateurs de la diversité des espèces et de la proximité de l'écosystème forestier avec l'état naturel. Environ un quart des espèces forestières ont besoin de bois mort. Parmi elles, les insectes et les champignons constituent les groupes les plus diversifiés. En Suisse, plus de 1700 espèces de coléoptères et plus de 2700 champignons supérieurs sont tributaires du bois mort. Figure 3, de nombreux champignons saprophytes, à l'image de l'amadouvier, Fomes fomentarius, sont tributaires du bois mort. Et figure 4, le bois en état de décomposition avancée joue un rôle prépondérant lors de la régénération naturelle dans les forêts de montagne humides. Donc le bois mort protège aussi des dangers naturels, les troncs des arbres au sol ou les souches sur pied stabilisent le sol, contribuant ainsi à prévenir l'érosion en cas de forte pluie ou le déclenchement d'avalanches. Les troncs au sol disposés de façon transversale ou oblique par rapport à la pente forment un barrage efficace contre les chutes de pierre. La gestion forestière... La gestion des forêts de protection s'appuie délibérément sur ces aspects bénéfiques. A l'inverse, des chutes de branches mortes menacent les visiteurs en forêt et les ouvriers forestiers. Le bois mort accroît aussi le danger d'incendie dans les zones sensibles, comme la ceinture de feuillus du sud des Alpes et le risque d'embâcle dans les cours d'eau. Il présente aussi un risque phytosanitaire après les chablis. Donc les chablis, ce sont les arbres qui ont été mis au sol après un coup de vent. Le bois mort dans la forêt suisse. Le bois a été très prisé au fil des siècles en tant que combustible ou matériau de construction. Même les arbres secs furent à peine épargnés. Plus tard, le bois qui traînait à terre fut souvent évacué, uniquement par souci de propreté pour des raisons de protection de la forêt. Le volume de bois mort en Suisse s'est accru depuis la Seconde Guerre mondiale. L'inventaire forestier national démontre cette augmentation clairement depuis les années 80, principalement à la suite des tempêtes Viviane et Lothar. Donc il y a un petit schéma avec les volumes de bois mort dans les régions économiques de Suisse et on voit que ils ont des régions qui sont que le volume de bois mort pour la Suisse en entier ça tient à 24 mètres cubes par hectare et ils ont des régions qui sont entre 15 et 30 mètres cubes par hectare de bois mort. Alors j'ai pas trop de points de repère là-dessus, est-ce que 15 mètres cubes c'est suffisant ou pas, mais bon apparemment est-ce qu'il explique là-dedans? Ah bah voilà.
Le volume de bois mort en Suisse s'élève à 24 mètres cubes par hectare en moyenne dans l'IFN, s'y ajoute le fait que la récolte de bois n'est plus rentable dans les zones difficiles d'accès. Par rapport à jadis, une plus grande quantité d'arbres reste à nouveau en forêt après leur mort. Et selon l'IFN, 20% des peuplements forestiers suisses ne sont plus exploités depuis plus de 50 ans. N'oublions pas non plus que les propriétaires de forêts et les exploitants sont aujourd'hui mieux formés de l'importance écologique du bois mort. Alors, petite question intéressante, légale, qui est responsable en cas de chute de bois mort? En principe, le propriétaire forestier n'a pas l'obligation d'exploiter sa forêt et les visiteurs y pénètrent à leur risque et péril. C'est donc aux personnes lésées elles-mêmes qu'incombe la responsabilité des dommages subis en forêt, en particulier lorsque ces personnes se promènent par exemple en forêt un jour de tempête ou ignorent les panneaux avertisseurs de danger. La responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon le Code des obligations, donc là on est sur la législation suisse, constitue cependant une exception importante à cette règle. Le propriétaire est tenu de prendre les mesures nécessaires dans les limites du raisonnable pour garantir la sécurité de l'utilisation de son ouvrage, par exemple un chemin ou une route. Le facteur décisif dans l'évaluation du caractère raisonnable des mesures de sécurité est la relation entre les dépenses, l'étendue potentielle du dommage et la probabilité que celui-ci survienne. Ouais, c'est très vague. Mais j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu le droit français qui est en gros, vous allez en forêt à vos risques et périls, mais le propriétaire doit avoir mis en place des travaux d'entretien et de mise en sécurité des chemins d'accès. Est-ce que toutes les essences sont égales face à la mort? Autrement dit, est-ce qu'un chêne mort a la même plus-value qu'un être mort ou un châtaignier mort? Ah, disons que ça dépend ce que tu entends par plus-value. Et ensuite, je vais te faire une réponse de forestier, c'est que ça va dépendre du peuplement dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es dans une plantation monospécifique de résineux et que dedans tu vas avoir 2-3 feuillus, dont un ou deux qui sont morts, oui, ce feuillu rare dans cette plantation, même mort, a une valeur supplémentaire. À un pin, enfin à un résineux qui serait mort dans la même plantation, puisque il représente un habitat, un micro-habitat entre guillemets, qui est très différent de ce que on peut trouver aux alentours, donc potentiellement une augmentation de la biodiversité. Alors très locale bien sûr, mais c'est le début. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, hein, dans les deux sens du terme. En tout cas, il me semble pas que sur les documents de certification PEFC ou FSC, il y ait une différenciation entre les essences. C'est-à-dire qu'on compte uniquement les arbres morts sur la parcelle, qu'ils soient sur pied ou au sol, en fonction de leur diamètre. Est-ce que c'est des petits, des moyens ou des gros? Parce qu'évidemment, entre petits, moyens et gros, on va pas avoir le même style d'habitat et donc on va pas avoir les mêmes espèces d'insectes, de bactéries, de champignons qui vont venir s'installer, ou même de petits mammifères, hein. Donc je ne pense pas que l'essence rentre en ligne de compte là-dessus. Tiens, valeur seuil pour le bois mort. Donc les valeurs seuil indiquent les quantités minimales de bois mort requises pour préserver les espèces spécialisées. Il importe de déterminer des valeurs seuil écologiques pour le plus grand nombre d'espèces possible afin de mieux définir les valeurs cibles pour les quantités de bois mort. De telles valeurs cibles ont été fixées par l'Office fédéral de l'environnement dans la politique forestière de 2020. Voilà, 20 mètres cubes par hectare de bois mort pour le Jura, le plateau et le sud des Alpes, 25 mètres cubes pour les préalpes et les Alpes, et la plupart des espèces peuvent survivre avec des volumes de bois mort compris entre 20 et 50 mètres cubes par hectare. Toutefois, elles ne suffisent pas pour assurer la conservation des espèces rares et exigeantes qui demandent parfois plus de 100 mètres cubes de bois mort. Les réserves forestières naturelles ou les îlots de bois mort sont en conséquence des instruments adaptés à la préservation de telles espèces. Donc là, on a un petit graphique en effet qui nous montre, oh pardon, je tape dans le micro, qui nous montre les valeurs seuil indiquant le volume de bois mort requis par différentes espèces saproxyliques, donc qui se nourrissent du bois en décomposition, dans les forêts européennes. Dans la partie foncée, la majorité des espèces peuvent survivre, et la barre montre des gammes de volume de bois mort dont ont besoin les espèces étudiées. Ah bon? D'accord. Donc que nous montre le schéma, c'est que sur des forêts de résineux, si on est à 24 mètres cubes,
ouais, enfin, entre 20 et 30 mètres cubes, pardon, de bois mort par hectare, cela permet d'héberger la majorité des espèces saproxyliques, alors que si on est sur des forêts mixtes de montagne ou des forêts collinéennes composées principalement de feuillus, chênes et résineux, bah là il faut monter minimum à 30 mètres cubes, voire 30 à 50 mètres cubes pour les forêts de feuillus. Sachant que la barre vert clair, je suppose, ouais, je suppose que la barre vert clair, c'est la différence. Enfin, la partie la plus verte foncée, c'est les espèces. Comment ils ont dit ça tout à l'heure? Les espèces spécialisées. Et puis ensuite, la barre verte claire, c'est la totalité des espèces rares et exigeantes. Et donc, on peut voir en effet que pour les forêts mixtes de montagne, il faudrait jusqu'à 150 mètres cubes par hectare pour couvrir la totalité des espèces saproxyliques les plus communes et puis les plus rares et les plus exigeantes par rapport à la quantité et la qualité de bois mort, je suppose. Alors comment favoriser le bois mort? Favoriser les organismes tributaires du bois mort signifie contribuer à une gestion forestière durable dans le cadre de la politique forestière suisse. L'Office fédéral de l'environnement soutient financièrement depuis des années deux mesures efficaces liées à la surface afin de promouvoir l'évolution naturelle de la forêt et de favoriser le bois mort. La création de réserves forestières et la création d'îlots de sénescence. Donc la Confédération et les cantons se sont fixé l'objectif suivant d'ici 2030, 10% de la surface forestière suisse devrait être protégée en tant que réserve, dont la moitié environ comme réserve forestière naturelle sans aucune exploitation. Dans le cadre des conventions, programmes entre la Confédération et les cantons, les arbres habitats laissés sur pied bénéficieront aussi d'une aide financière. Alors il y a un petit schéma à côté qui montre comment il faut conserver, d'après ce que je comprends, une espèce de trame verte entre les réserves forestières, donc des zones qui sont très peu touchées par l'exploitation forestière, des îlots de sénescence, donc des îlots qu'on laisse vieillir, et des arbres habitats isolés, ce qui permet de recréer des corridors écologiques qui peuvent être suivis par différentes espèces pour se propager d'un massif à un autre. Un volume de bois minimal, de bois mort minimal, devrait être ainsi présent sur l'ensemble de la surface forestière. En principe, il est toutefois plus avisé de disposer de quelques peuplements aux quantités de bois mort supérieures à la moyenne, plutôt que d'en avoir de faibles quantités à vaste échelle, qui, de toute façon, seront insuffisantes pour les espèces spécialisées. Or, conserver à long terme des espèces saproxyliques dans un massif forestier exige la coexistence incessante de tous les stades de succession. Le bois mort de gros diamètre étant rare dans la forêt exploitée en Suisse, la conservation du bois mort devrait en faire une priorité. Donc là, un petit passage pour nous expliquer que laisser du bois mort en forêt, c'est très sympathique, mais que c'est aussi intéressant de contrôler les diamètres et oui, et les différents âges en fait du bois mort, parce que la succession des différents niveaux de bois mort, donc du jeune bois mort, du bois mort un petit peu plus âgé et du vieux bois mort, permet de créer des habitats qui sont très différents et qui peuvent abriter donc une biodiversité plus importante. Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose. Qu'est-ce que je regardais? Hop, je reviens. Ah ouais, ok. Mise en réseau fonctionnel. Donc des habitats riches en bois mort de différentes tailles et interconnectés sont nécessaires à la survie à long terme des organismes tributaires du bois mort. Les réserves... Ouais, c'était l'image au-dessus. Les réserves forestières naturelles constituent des habitats clés. Les îlots de sénescence ainsi que les arbres habitats revêtent toutefois une fonction importante en tant que biotope relais facilitant... facilitant quoi d'ailleurs? J'ai perdu ma ligne. Donc les îlots de sénescence ainsi que les arbres habitats revêtent toutefois une importante fonction en tant que biotope relais facilitant l'échange d'individus entre populations. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du petit graphique, c'est que entre deux massifs forestiers, là on a trois blocs verts qui représentent les massifs forestiers, mais si on conserve des îlots de sénescence, donc des îlots où on va avoir un grand nombre d'arbres morts, ainsi que des arbres habitats, donc des arbres morts sur pied isolés, on va favoriser l'échange d'espèces entre les massifs forestiers.
Il n'existe pas de recette miracle pour répartir les 3 éléments suivants, réserve forestière naturelle, îlot de sénescence et arbre habitat. La règle générale veut que soit délimité, en plus des réserves forestières naturelles, environ 2 à 3 îlots de sénescence par kilomètre carré de forêt, d'une surface minimale de 1 hectare, et que soit défini 5 à 10 arbres habitat par hectare. Donc ça, ce sont des recommandations qui peuvent mener à des aberrations, comme laisser 5 à 10 arbres habitat par hectare. Lorsqu'on fait une coupe rase et qu'on laisse 5 à 10 arbres morts par hectare, on est dans les clous. Mais c'est un autre débat. Peut-on tuer un ou des arbres, mis à part la découpe, et où la seule mort pour un arbre est naturelle? Quoi? Bah dis donc, ce matin t'es à fond sur la mort quand même. Attends, peut-on tuer un arbre, mis à part la découpe, où la seule mort pour un arbre est naturelle? Ouais. Oui, alors si je comprends bien la question, excusez-moi, hein, c'est le matin. Tu veux savoir si on peut tuer un arbre sur pied, c'est-à-dire créer des arbres morts sur pied sans avoir à les abattre au sol. C'est ça, si je me trompe pas. Donc je vais partir sur ce postulat et dire oui, on peut tuer des arbres sur pied. C'est une pratique qui se fait beaucoup dans la vie, dans la jeune vie, dans la vie jeune. Oh, au début d'un peuplement, c'est-à-dire quand on va planter par exemple une forêt, on a une action qui s'appelle le dépressage. Donc l'idée dans le terme, hein, c'est d'enlever la pression des arbres les uns contre les autres. Donc si vous avez planté une densité de 1000 arbres, on va descendre par exemple à 800 ou 700 arbres. Et une des techniques, comme le dit Kenny Perma, salut Kenny, c'est que tu peux les ceinturer. Alors je suppose que tu parles de... Est-ce que les forestiers pratiquent l'euthanasie? Oui. Alors en fait, ce qu'on va faire assez simplement quand on veut tuer un jeune arbre sur pied, ça va être de gratter son écorce. Donc il existe des chaînes, t'imagines une chaîne de vélo un petit peu plus grosse, avec 2 poignées sur les côtés. Tu entoures ton jeune arbre qui fait peut-être un diamètre comme ça, et tu vas gratter en fait l'écorce en tournant autour de ton arbre. Donc en fait, par rapport à son tronc, tu vas faire une ligne qui casse complètement la circulation de la sève, et donc ton arbre va mourir sur pied. Et ça, c'est une pratique qui est utilisée dans la jeune vie du peuplement pour certaines essences qui ont besoin d'être gainées. C'est-à-dire que si tu coupes les voisins de l'arbre que tu veux garder, il va avoir tendance à peut-être faire des branches basses, donc diminuer la qualité de ton arbre. Mais si tu tues simplement les arbres sur le côté, donc si tu les écorces, ils vont mourir sur pied, et ils vont continuer à gainer ton arbre au milieu, celui que tu veux qui se développe, et ce gainage-là va être bénéfique puisque l'arbre va continuer de monter à hauteur et ne va pas redescendre, faire des branches sur le tronc. Donc oui, l'euthanasie en forêt, ça existe, c'est même théorisé, puisque c'est une pratique qu'on va utiliser à certains stades du peuplement et dans certaines opérations d'amélioration du peuplement. Est-ce que ça peut être une stratégie pour l'obtention du label, ou il y a d'autres raisons? Alors, écorcer un jeune arbre, c'est bien. Voilà, ça permet de le faire mourir sur pied, et puis tu as perdu, entre guillemets, peu de valeur forestière. Si tu veux correspondre à la certification PEFC ou FSC, qui vont te demander d'avoir des arbres de plus gros diamètre qui sont morts sur pied, c'est quand même dommage de venir tuer volontairement un arbre qui va avoir un diamètre conséquent et donc une certaine valeur financière. Sachant qu'en plus des arbres morts de diamètre moyen ou de gros diamètre, ça peut se passer naturellement. C'est dans le cycle de vie d'une forêt, tu vas avoir des arbres de tout âge et de tout diamètre qui vont mourir à partir du moment où ta forêt est composée d'arbres d'âge différents. Si tu es sur des âges semblables, évidemment ils vont mourir dans le temps, donc ça peut constituer aussi une diversité de diamètres dans les arbres morts. En tout cas, faire mourir sur pied un arbre d'un bon diamètre qui contient une valeur de bois assez importante, c'est un peu contre-productif. Alors après, si ton arbre a un diamètre important mais qu'il a une très faible valeur commerciale, ça peut être une stratégie.
Je ne pense pas que les labels, enfin les certifications PEFC, FSC soient contre cette pratique pour augmenter mécaniquement la quantité de bois mort en forêt. Par contre, il faut y réfléchir d'un point de vue économique et en termes de gains aussi de biodiversité, ou en tout cas en termes de critères cochés pour la certification PEFC ou FSC. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Combien d'arbres il faudrait de cette manière euthanasier, comme tu l'as dit si bien? C'est une question intéressante que je poserai la prochaine fois que je croiserai un responsable FSC ou PEFC. Et pour le gainage, effectivement, pas de salle de sport, non, non, on est sur du gainage d'arbres, donc pas de muscles, pas de cellules animales, on est simplement dans le végétal, donc le gainage, euh, c'est l'accompagnement d'un arbre d'avenir, que ce soit par des arbres qui sont morts, que ce soit par des arbres qui sont vivants, ou même par de la végétation qui n'est pas un arbre, donc des arbustes, typiquement. Ok, donc pas de dérive possible vis-à-vis des certifications labels. Si, il y a toujours des dérives possibles. En tout cas, des dérives... Dans quel sens? Dans tous les cas, enfin, je vois pas ce que tu veux dire par dérive, parce que dans tous les cas, si tu as un propriétaire forestier qui décide que sa forêt n'a pas assez de bois mort et qu'il veut mettre en l'air, je sais pas moi, 100, 150, 200 tiges par hectare pour enrichir sa forêt en bois mort, d'un point de vue économique, c'est contre-productif, d'un point de vue de la biodiversité, ça peut totalement se justifier. Je continue un petit peu. Les défis à relever dans l'avenir, il existe un conflit d'intérêts manifeste entre le besoin accru de bois énergie et la conservation du bois mort. La demande croissante de bois énergie pourrait stopper, voire s'inverser, la tendance qui se manifeste en Suisse par une hausse de volume de bois mort en forêt. Intensifier l'exploitation d'assortiments laissés à ce jour en forêt détériorerait les conditions de vie des communautés saproxyliques. La préservation de la biodiversité, de même que l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, sont des objectifs du développement durable. Le défi en forêt consistera à exploiter la ressource renouvelable qu'est le bois sans pour autant nuire à la biodiversité. Bref, comme d'habitude. Pas de dérive possible vis-à-vis des certifications d'un point de vue financier. Je vais dire oui dans le doute. Donc, petit article, waldwissen.net sur l'importance du bois mort en forêt. Et pour résumer très simplement cet article, et même le sujet du bois mort en forêt, à partir du moment où on considère qu'une forêt c'est un écosystème, évidemment que tous les stades de cet écosystème sont importants. Considérons que c'est un écosystème qui a coévolué, enfin la forêt est un écosystème qui a coévolué avec tout un tas d'espèces, végétales ou animales, depuis des millions et des millions d'années. C'est extrêmement ambitieux et pédant de notre part de vouloir utiliser cet écosystème pour produire du bois tout en ignorant son fonctionnement de base. Donc forcément, si on a des forêts qui depuis des millions d'années ont évolué avec une présence de bois mort, puisque c'est le cycle naturel d'une forêt, c'est-à-dire que pendant des millions d'années, il n'y avait pas des êtres humains qui venaient pour dire « Ouh là là, cette forêt est sale, je vais aller la nettoyer, passer la tondeuse et enlever tout ce qui est sous bois parce que ça ne me plaît pas », ben, évidemment, nous avons un écosystème qui sait très bien intégrer la mort des arbres et qui s'est d'ailleurs développé. On a tout un tas d'espèces, donc les espèces saproxyliques, qui se sont développées sur ce stade-là de vie, entre guillemets, de l'écosystème. Donc partant de là, ce n'est pas en quelques siècles ou quelques millénaires d'exploitation forestière qu'on va arriver à modifier le fonctionnement de cet écosystème, et à partir du moment où on veut l'exploiter et en couper littéralement, enfin en tout cas ignorer une partie de son fonctionnement, évidemment qu'on le déséquilibre complètement. Nous vivons dans un monde de plus en plus normé. On parlait également de l'augmentation du prix des essences. Le prix de l'essence ou le prix des essences? Attention, attention. Les parcelles certifiées pourraient en tirer encore plus de profit à tuer des arbres, non? Hein? Alors les parcelles certifiées,
je suis pas sûr que la certification permette d'amener une plus-value qui est supérieure à, comment dire, à la valeur des arbres que tu as pu tuer dans le processus pour valoriser, enfin pour certifier ta parcelle. Je vois que tu réfléchis déjà pour arnaquer le système, c'est scandaleux. Et dis-moi que t'as pas fait un jeu de mots sur l'augmentation du prix des essences. Les parcelles certifiées pourraient en tirer encore plus de profit à tuer des arbres. Ah, ça mériterait d'en parler de vive voix parce que ça me soulève plein de questions, ça. Faut définir profit, si c'est purement économique et financier, je suis pas persuadé que la logique tuons des arbres sur pied nous permettra de gagner plus d'argent. Par contre, la logique exploitant des forêts où le cycle biologique est préservé, donc des forêts où on maintient du bois mort pour augmenter la biodiversité dans nos parcelles, là je pense que tu peux favoriser un petit peu, enfin en tout cas augmenter tes profits avec une logique qui consiste à maintenir un bon état écosystémique puisque tu maintiens un bon fonctionnement de ta forêt et donc potentiellement tu favorises la production de bois et donc indirectement les profits. Et j'ai mon ventre qui est en train de me dire que je n'ai pas assez déjeuné ce matin, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes. Et non, ce n'est pas une stratégie pour me sortir de ce débat. Et ensuite, on reviendra pour une heure supplémentaire, tiens, de revue de presse. Mais en attendant, petite transition, petit tac, on va faire ça. Ah bah oui, le ciel est gris, c'est magnifique. Hop là. Pause revue, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut relancer le chrono. Merci pour toutes ces réflexions, je te laisse continuer la revue. Eh ben, je vais d'abord faire une petite pause nature, manger une tartine et revenir dans, allez, 5 minutes, ça devrait suffire. Il faut juste que j'arrive à redémarrer mon chrono. Tac, tac, je vous mets le petit message. Dans 5 minutes, la revue de presse Forêt Nature et bonne nouvelle. Je vais bouger un peu parce que j'aime bien. Il fait toujours gris. Dans la grange, il fait... Oula, la température a baissé. On était à 9 tout à l'heure. Maintenant, on est à 7. Et je vais vous mettre la petite musique de Francis, comme d'habitude. C'est parti. Allez, à tout à l'heure.
Allô? Vous êtes toujours là? Allez, c'est reparti. Pas du tout ça. Voilà. Alors, on va reprendre la revue de presse. Est-ce que le micro va bien? Oui, le micro va bien. Indicateur 2020 dans les actualités de la revue de presse de Forêt de France. La forêt continue d'assurer ses rôles multiples. Élaborée par l'IGN, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la version 2020 des indicateurs de gestion durable, les IGD, montre que la forêt française remplit bien son rôle multifonctionnel. Les tendances montrent que la forêt métropolitaine continue de croître en surface de près de 20% depuis 35 ans, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, soit une augmentation de près de 3 millions d'hectares. Cette progression confirme le rôle indispensable qu'elle joue en réponse aux défis du changement climatique. La forêt nationale doit d'ailleurs faire face à des pressions croissantes en raison des populations d'ongulés, donc les cervidés, me semble-t-il. Est-ce que les ongulés, c'est comme les cervidés? Excusez-moi, je fais une petite pause basique. Les ongulés, division traditionnelle des mammifères placentaires, tout à fait. Avec comme illustration un ongulé européen, donc l'hippopotame. Papapi, papouf, je sais plus où j'en étais. La forêt nationale doit d'ailleurs faire face à des pressions croissantes en raison des populations d'ongulés, des attaques sanitaires comme les scolites et à des sécheresses estivales plus fréquentes et intenses. À ce titre, les IGD 2020 présentent deux nouveaux indicateurs sur le changement climatique afin d'illustrer cette problématique. Ces éléments viennent conforter la priorité portée par le plan de relance sur la reconstitution des forêts scolitées et le renouvellement des forêts vulnérables avec des moyens financiers importants. Grâce à l'implication de tous les acteurs de la filière forêt-bois, la forêt française continue d'assurer ses multiples fonctions pour la société, à la fois production de matériaux et d'énergie renouvelable, mais aussi la contribution au maintien des emplois. La forêt française est également au cœur des enjeux du changement climatique et joue un rôle essentiel de puits de carbone tout en abritant et protégeant une riche biodiversité. L'indicateur confirme que la gestion durable et multifonctionnelle des forêts françaises est aujourd'hui au cœur des priorités de la politique forestière nationale. Cette source importante d'informations est destinée aux décideurs politiques, aux divers acteurs et parties prenantes de la filière forêt-bois, mais également à l'ensemble de la société civile. Donc ce genre de petit article, ça fait plaisir quand même. Ce genre d'indicateur est très important en forêt parce que on a entendu dernièrement, enfin ces dernières années, de plus en plus de forestiers qui se positionnaient contre le rôle multifonctionnel des forêts en disant que ça suffisait et qu'il fallait se reconcentrer sur la production de matériaux et d'énergie renouvelable, comme il est dit dans cet article. Une petite publicité. Un projet de Gardanne, des ministres, des décès, les communes forestières entendues. Ah, un petit passage sur le prix des feuillus, le cours du bois sur pied. Donc si ça vous intéresse, sachez que dans cette revue, vous avez tous les mois en fait un tableau qui donne un petit peu par essence, par catégorie de diamètre et par qualité les prix du marché qui ont pu être observés à l'échelle nationale, il me semble. Donc prix moyen par qualité relevé en forêt, donc sur pied, en fait des ventes d'arbres sur pied, en euros par mètre cube, sur pied, à la date de octobre 2021. Donc on voit que le chêne, ça peut aller selon les diamètres, selon les qualités, à des prix qui sont tous en augmentation. Et à des prix qui peuvent dépasser les 610 € le mètre cube, ce qu'on a pu voir aussi, il me semble que c'était la semaine dernière, avec le résultat des ventes transfrontalières, où il y avait des lots de chêne qui sont partis, je crois, à 1600 € le mètre cube, en termes de qualité. On a la même chose pour le hêtre, le châtaignier, le peuplier, le merisier, l'érable, et également quelques prix de résineux en fonction du volume uniquement, et toujours la petite colonne des évolutions. Donc on peut voir que en gros chez les feuillus, le chêne, le châtaignier sont en augmentation ces derniers temps, alors que le frêne est c'est tout, alors que le frêne est en train de
le prix du frêne est en train de chuter. Chez les résineux, on a l'épicéa et le sapin qui sont en augmentation, les pins stagnent, on va dire, sont stables en tout cas, et le Douglas qui est également en augmentation. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un article pour valoriser sa forêt, donc dans la partie économique. Du mieux pour l'épicéa et le sapin. Depuis un semestre, la demande en épicéa et en sapin reprend. Cette amélioration se traduit par des hausses de prix aux achats des forêts, en forêt. Cependant, les cours n'ont pas encore retrouvé les niveaux d'il y a 5 ans. Alors, est-ce qu'on se lit ça? C'est un article un petit peu long qui va parler économie, mais on peut se lancer là-dedans. De toute manière, c'est moi qui vois. Donc la crise des scolites est-elle terminée pour l'épicéa? Première question qui introduit très bien le sujet, c'est-à-dire que depuis 20 ans, on va dire, depuis que le changement climatique commence réellement à marquer ses effets sur les sécheresses estivales, et on en avait déjà parlé un peu la semaine dernière, étant donné que on a des étés qui sont de plus en plus chauds et que les scolites en tout cas, ce sont des espèces d'insectes qui aiment bien manger la partie vivante du bois entre l'écorce et le bois lui-même. Quand il y a des sécheresses, quand il y a des étés caniculaires, eh bien, il y a plus de reproduction chez ces espèces-là, puisque ce sont des espèces qui passent du stade œuf jusqu'au stade larve en fonction de la chaleur qu'ils ont accumulée. Donc forcément, les étés caniculaires où il y a beaucoup de chaleur, donc on a des journées avec des températures moyennes très élevées, ça fait éclore les œufs plus vite, et donc du coup, les scolites peuvent engendrer plus de générations par été lorsque c'est un été caniculaire. En général, les scolites font 2 générations par été. Là, on a pu voir jusqu'à 4 ou 5 générations dans certaines zones lors de l'été caniculaire 2018. La réponse à cette question, donc la crise des scolites est-elle terminée, demeure évidemment très hypothétique, car la possibilité d'une énième propagation d'insectes l'an prochain reste très probable. En revanche, les résultats des adjudications de l'automne montrent une évolution positive avec des revalorisations tarifaires significatives pour le bois non scolité. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les propriétaires forestiers, même si le cours des grumes en forêt n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la crise. Quant aux pertes de valeur instantanées ou d'avenir consécutives à la dépréciation des bois scolités, il faudrait encore du temps pour qu'elles ne soient épongées. En attendant cette éventualité, la progression actuelle des prix de l'épicéa donne un peu d'air aux sylviculteurs. L'évolution positive du marché se traduit par des hausses dans la plupart des régions françaises. Ainsi, dans l'Est, les prix de l'épicéa affichent une belle progression en rythme annuel. Notre adjudication de l'automne pour les bois du massif jurassien a confirmé le mouvement haussier déjà entrevu au printemps dernier, souligne Jean-Luc Felder, responsable commercial résineux à l'ONF du Doubs. Celui-ci précise que les prix moyens de l'épicéa atteignent désormais 65 € par mètre cube sur pied, contre 58 € par mètre cube sur pied il y a un an, donc une progression de 8,5 13 € par mètre cube. Pas du tout, 2,5, 7 € par mètre cube. Une augmentation d'environ 13%. Nous dépensons maintenant les cours de 2017, mais nous ne sommes pas encore revenus à ceux de 2014. La situation est identique dans le Massif central, notamment aux sessions organisées par les experts forestiers lors de notre adjudication du 26 octobre 2021. Le prix moyen de l'épicéa était de 51 € par mètre cube. Il rappelle que les cours moyens de l'épicéa s'étaient effondrés jusqu'à 33 € par mètre cube 2 ans en arrière à la même vente d'automne. Les experts notent une recrudescence des offres, 5 en moyenne par lot, et une baisse des invendus, 18% des volumes représentés. Ce dynamisme retrouvé, dont nous avions ressenti les prémices lors de nos ventes de printemps, est encourageant pour les propriétaires forestiers. Des changements en Occitanie. Dans d'autres régions, la demande s'exprime également en matière satisfaisante. Ainsi, en PACA et en Occitanie, les épicéas du sud des Alpes et de la frange méridionale du Massif central bénéficient du même regain d'intérêt. Les résultats de nos ventes d'automne suivent les tendances constatées sur le plan national, déclare Yves Rigol, responsable bois de l'ONF pour ces deux régions. Celui-ci ajoute que l'arrivée du scieur Siat dans le Tarn a notablement changé la donne pour les achats de bois. L'Alsacien vient en effet de reprendre dans ce département les 2 scieries du groupe Néophore qui étaient en redressement judiciaire.
L'une opère à La Bruguière et l'autre à Brassac. Cela explique en partie pourquoi nous observons des pressions aux achats non seulement sur le Douglas, mais aussi maintenant, et c'est nouveau, sur l'épicéa. Le sapin pectiné, quant à lui, profite lui aussi de ce contexte porteur. La hausse annuelle enregistrée cet automne est même plus forte que celle concernant l'épicéa. Aux ventes publiques du Jura, les prix moyens du sapin sur pied dépassent désormais 60 euros par mètre cube, soit un bond de 19% sur un an. Les sapins de 2 mètres cubes qui se vendaient sur pied 47 euros, il y a un an, se négocie aujourd'hui autour de 55 euros, et ceux qui dépassent les 4 mètres cubes passent de 57 euros à 65. Donc en gros, beaucoup de chiffres juste pour dire que tous les prix depuis un an sont en train d'augmenter sur les résineux, et en particulier le sapin, l'épicéa, et est-ce qu'il y avait le pin aussi ? Je sais même plus. Les tarifs des sapins du Massif central suivent la même courbe ascendante, avec cependant une valeur absolue plus faible que dans l'Est. Ça y est, je suis perdu. Ah oui, avec une valeur absolue plus faible que dans l'Est en fonction de la qualité des bois, des conditions d'exploitation et surtout de la concurrence aux achats. Dans notre région, les sapins de 2 mètres cubes et plus se commercialisent cet automne sur la base de 50 euros par mètre cube sur pied, des prix que nous n'avions pas enregistrés dans nos ventes depuis longtemps. Ce vent favorable qui souffle dorénavant sur l'épicéa et le sapin pourrait s'expliquer par le fait que certains scieurs auraient réussi à convaincre une partie de leur clientèle à revenir sur les résineux blancs. Il y a quelques mois seulement, tous les acheteurs ne juraient que par le Douglas, donc Douglas, un bois qui est un peu rouge-rose, mais les prix ont atteint de tels niveaux que les scieurs qui ne peuvent plus suivre l'emballement tarifaire cherchent des alternatives ailleurs. Pour beaucoup de professionnels, il existe donc un lien entre la cherté actuelle du Douglas et le renouveau de l'épicéa et du sapin. Spécialiste du Douglas, Jean-Philippe Bazot confirme cette évolution récente. Cet exploitant forestier scieur connaît bien le marché des résineux. Cela peut signifier une certaine limite du marché à absorber la hausse des prix du Douglas. C'est pourquoi certaines essences se positionnent désormais en substitution, et je pense que c'est une très bonne chose pour les sylviculteurs producteurs d'épicéa et de sapin, mais également pour l'équilibre des marchés. Ce retour vers l'épicéa et le sapin trouve aussi une raison dans la très bonne tenue de la demande en sciage avec des prix jamais atteints depuis des décennies. Ainsi, la charpente standard en sapin épicéa qui se vendait autour de 200 euros le mètre cube se négocie actuellement sur la base de 300 euros le mètre cube, soit 50% d'augmentation en l'espace d'un an. Avec des prix d'achat en forêt grandement dévalorisés ces derniers temps, beaucoup de scieurs d'épicéa et de sapin ont présenté des résultats à 2 chiffres sur le précédent exercice, et on sait combien des résultats à 2 chiffres, que ce soit en termes de croissance ou de résultats économiques d'une entreprise, sont rares, quel que soit le secteur d'ailleurs. Les prochains bilans verront des marges bénéficiaires encore augmenter, mais l'interrogation du jour est de savoir combien de temps encore peut durer cette embellie des marchés résineux en France. Car les choses ont bougé depuis mi-septembre dans ce secteur. Les bois collés sont en effet de nouveau proposés sur le marché français par des Allemands et des Scandinaves. Ceux-ci exportent beaucoup moins vers les États-Unis depuis que les prix des sciages US sont revenus en l'espace d'à peine 2 mois au niveau d'avant Covid. De fait, les importations de bois canadiens n'étant plus taxées, le marché américain a moins besoin des bois européens. En conséquence, en Europe, certaines catégories de lamellés collés, qui avaient vu leurs tarifs doubler en moins d'un an, ont cédé 20% en un mois. Pour le moment, les bois massifs ne sont pas touchés par ce phénomène baissier et les cours restent à haut niveau. Mais qu'en sera-t-il en début d'année prochaine ? Ah, un très bon article qui commence par une question et qui finit par une question. Voilà, donc là on était un petit peu dans le cœur du marché, avec beaucoup de prix. Alors on continue avec des tableaux des prix de l'épicéa dans l'Est. Bon, on va pas s'arrêter trop dessus. Et on va pouvoir continuer avec le dossier. Parce que chez Forêt de France, chaque mois, il y a un dossier spécial qui s'étale sur plusieurs pages avec pas mal de petits articles qui le composent. Et apparemment, en janvier, on était sur les énergies vertes. Pourquoi le bois fait la course en tête aux énergies vertes ? C'est une évidence depuis des millénaires, le bois est une source de chaleur renouvelable, parlant de source de chaleur, et proche de nous. Autre temps, autre échelle, nous sommes en 2021 et la biomasse solide est aujourd'hui en France la première énergie verte productrice de chaleur. Que de termes compliqués pour dire que le bois, qu'on se chauffe le plus au bois en France. Voilà. Une position qu'elle doit consolider en 2030,
selon les objectifs fixés par les pouvoirs publics. Mais cela ne va pas de soi pour tout le monde. On fait aujourd'hui au bois énergie un mauvais procès au nom de la pollution et de la déforestation. Si la filière possède de solides arguments pour contrer ces accusations, elle doit aussi continuer à se structurer pour faire face aux défis de demain, mobiliser les propriétaires et organiser une exploitation raisonnée de la biomasse en forêt. Ah, petit article pour commencer sur le bois énergie, intitulé Ça va chauffer, centrale de cogénération, chaufferie bois, chauffage des particuliers, le bois énergie conserve son leadership dans la production de chaleur verte en France. La filière s'organise pour lever les derniers freins. La question de la transition écologique a encore été peu abordée par les candidats à la prochaine élection présidentielle, et quand elle est évoquée, on ne parle que d'éoliennes, de panneaux solaires ou d'hydroélectricité. Le bois est absent des discours, probablement parce qu'il représente une part minime de la production d'électricité renouvelable en France, avec moins de 3%. Impossible de rivaliser avec l'hydraulique renouvelable, presque 50%, l'éolien, presque 33%, ou le solaire photovoltaïque, qui représente 10%. Tous les acteurs du bois énergie sont aujourd'hui d'accord pour dire que la production d'électricité dans des centrales dédiées n'a pas d'avenir en France. Le principal argument objectif qui plaide contre cette utilisation est le faible rendement des centrales uniquement dédiées à la production d'électricité. Ce rendement est bien meilleur dans les centrales de cogénération. Donc on va voir ça dans l'encadré. Ces centrales de cogénération qui produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Sur le territoire métropolitain, il n'y a pas de pertinence à avoir des rendements énergétiques dégradés pour produire de l'électricité. Ah bon ? A l'inverse, les centrales de cogénération ont un rendement proche de 85%. La production d'électricité est dimensionnée à partir des besoins de chaleur et il y a une vraie pertinence énergétique. Ces unités ont vocation à se développer sur le territoire depuis la domestication du feu par Homo sapiens. L'homme a toujours utilisé le bois comme source de chaleur. Est-ce que c'est ça l'encadré ? Sans doute. Donc, un petit graphique qui nous montre la répartition des énergies renouvelables consommées pour un usage de chaleur. Le bois énergie, c'est 64% des énergies renouvelables consommées pour créer de la chaleur. Viennent ensuite les pompes à chaleur à hauteur de 20% et ensuite à hauteur de 2 à 3% les déchets renouvelables, le biogaz, les résidus agricoles et alimentaires, la géothermie, les biocarburants et le solaire et le thermique. Donc le bois, 64%, ah oui, 2/3 de l'énergie renouvelable utilisée pour produire de la chaleur. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec des technologies qui permettent de valoriser la vapeur et de transporter de l'eau chaude sur des kilomètres. En 2020, la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur s'élevait à 23%. Cette production reste dépendante des énergies fossiles, le pétrole et le gaz. Toutefois, le bois affiche clairement sa prédominance dans le bouquet des productions renouvelables de chaleur. Il fournit en 2020 les 2/3 de la chaleur verte consommée en France. Et la biomasse continue de bénéficier d'un soutien appuyé des pouvoirs publics. Oui. On assiste aussi au développement des pompes à chaleur qui grignotent la part du bois. En 2016, elles ne représentaient que 15% de la chaleur verte contre 71% pour le bois. 5 ans plus tard, elles ont dépassé les 20% et les aides actuelles au remplacement des chaudières fioul et gaz devraient doper cette progression. Le bois chaleur bénéficie d'arguments solides pour développer son emprise. Créé par l'État en 2009 et géré par l'ADEME, le fonds chaleur a fait ses preuves en facilitant la production de chaleur renouvelable dans l'habitat collectif, les collectivités et l'industrie et l'agriculture. Ce sont les fameux réseaux de chaleur qui transportent sur des kilomètres l'eau chauffée grâce au bois. Entre 2009 et 2020, ce fonds a permis d'accompagner l'installation de 1100 chaufferies essentiellement alimentées en plaquettes sur l'ensemble du territoire. La puissance totale installée est de 3600 MW, produit 15 600 gigawattheures par an de chaleur renouvelable issue de la biomasse. Le bois chaleur bénéficie aussi d'un capital confiance et confort chez les Français. Les équipements évoluent, sont plus performants et moins polluants. C'est particulièrement vrai pour le granulé qui effectue une forte percée en 2021 grâce à ses qualités intrinsèques et aux aides de l'État. Oui. Alors,
Il existe deux types de centrales. Brûlant du bois ou des déchets végétaux. Le modèle le plus vertueux produit à la fois de l'électricité et de la chaleur à partir de la combustion de la biomasse. C'est le principe de la cogénération. Cette dualité est très intéressante sur un site industriel qui produit des déchets de bois. Une scierie par exemple, la centrale peut à la fois produire de l'électricité et de la chaleur pour alimenter les séchoirs à bois. Ces installations bénéficient d'un rendement élevé supérieur à 80%. L'autre type de centrale ne produit que de l'électricité. Au lieu de fonctionner à charbon, elles brûlent de la biomasse. Elles ont plus mauvaise presse que les unités de cogénération car leur rendement est plus faible, inférieur à 40%. Les mouvements écologiques considèrent qu'elles font peser une menace sur la ressource forestière, car ces unités se ravitaillent pour partie en forêt, comme la centrale Sylvalien dans le Var, qui consomme 170 000 tonnes de bois par an, dont 100 000 prélevés en forêt. D'accord. Les opposants oublient le caractère vertueux de ces prélèvements. Ils permettent de relancer la gestion forestière en offrant un revenu aux propriétaires. Ces centrales sont aussi accusées de polluer l'atmosphère. Un mauvais procès selon la centrale biomasse de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. L'unité biomasse qui fonctionnait avant 2016 au charbon a été équipée de 3 installations de dépollution, une dénitrification qui débarrasse les fumées des oxydes d'azote, un dépoussiéreur électrostatique qui capte toutes les poussières et un filtre à manche qui capte les métaux lourds et les particules fines. Un petit encart sur la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, stratégie nationale bas carbone, est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique et elle inscrit le bois énergie comme levier stratégique de décarbonation. En coordination avec la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, la SNBC s'appuie notamment sur la ressource forestière pour décarboner totalement la production d'énergie à horizon 2050 en se reposant uniquement sur les sources d'énergie suivantes: ressources de biomasse, déchets de l'agriculture, produits bois, bois énergie, la chaleur issue de l'environnement, géothermie, pompe à chaleur et une électricité décarbonée. Par ailleurs, la SNBC fait de l'augmentation du puits de carbone forestier l'un de ses 4 objectifs phares. À l'horizon 2050, un certain niveau d'émissions paraît inévitable, en particulier dans les secteurs non énergétiques, agriculture et procédés industriels. Atteindre la neutralité carbone implique de renforcer les puits de carbone naturels, les forêts, les produits bois, les terres agricoles, et de développer des technologies de capture de stockage du carbone. Cela implique une gestion durable de la forêt et une augmentation de la récolte de bois orientée notamment dans la construction. La SNBC envisage une trajectoire ambitieuse avec, pour le développement du puits de carbone forestier, plus 87% en forêt et une séquestration dans les produits bois multipliée par 8. Très très ambitieux. La bûche, reine du chauffage domestique. Dans une étude publiée en 2018, l'ADEME a estimé que 6,8 millions de ménages utilisaient du bois à la maison, principalement sous forme de bûche. Les 37 millions de stères consommés en 2017 représentaient un usage de 6 stères par ménage. Bon, moi je suis plus vers les 9-10, mais chacun son truc. Les circuits professionnels n'écoulent que 8 millions de stères par an. Le solde échappe aux statistiques officielles, avec 13 millions de stères utilisés en circuit court et 15 millions de stères autoconsommés. Le bois bûche a parfois mauvaise presse, le bois n'est pas suffisamment sec, c'est bien vrai, il n'est pas aux dimensions, ou alors le compte n'y est pas. Et d'où vient-il au fait ? En 2008, des professionnels alsaciens ont créé un label afin de garantir l'origine et la qualité du combustible. Cette démarche a fait tache d'huile dans d'autres régions grâce au soutien des interprofessions. Et en 2010 est née une marque nationale, France Bois Bûche. Aujourd'hui, FBB compte près de 180 adhérents répartis sur une dizaine de régions. Les engagements portent sur le volume, la dimension, l'origine et la cessibilité du bois. L'accessibilité ? Ou l'accessibilité, il s'est passé, bon, je ne sais pas. Il est français, feuillu, et son taux d'humidité n'excède pas 25%, eh ben ça fait quand même déjà beaucoup. Toutes ces informations sont consignées dans une facture soumise au taux de TVA légal de 10%, oui, très bien, très bien. On va peut-être passer cet article-là. Ouais, les installations, quelle heure est-il ? Oh, il nous reste 20 minutes. On va finir sur un truc intéressant.
Donc ça, c'est la liste de tous les projets bois énergie d'après ce que je comprends en France. On va aller chercher forêt d'avenir parmi les bons élèves. Ah, intéressant. Forêt d'avenir parmi les bons élèves. Mené en Gironde dans le cadre de Dynamique Bois, le programme Forêt d'avenir a montré qu'il est possible d'intéresser à la forêt des propriétaires non actifs. Le CRPF local est bien décidé à ne pas laisser retomber le soufflet. Donc le CRPF, Centre régional de la propriété forestière, l'équivalent de l'ONF pour les privés, on va dire. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que intéresser la forêt à des propriétaires non actifs, c'est toujours extrêmement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires en France qui ont des forêts, mais qui ne sont pas au courant, et d'autres qui sont au courant qu'ils ont des forêts, mais qui ont choisi, pour X ou Y raison, de ne rien faire dedans. 61 000 tonnes, ouais, je sais pas, de bois mobilisé, 813 hectares de forêt améliorée ou convertie, tel est le bilan du programme Forêt d'avenir localisé en Gironde. Les chiffres sont certes éloignés des objectifs fixés dans le cadre de Dynamique Bois, blablabla. Mais les bénéfices de Forêt d'avenir sont multiples et ce patient travail réalisé pendant 5 ans connaîtra une suite. Forêt d'avenir avait l'ambition de répondre aux besoins croissants des chaufferies collectives de Bordeaux Métropole en mobilisant des surfaces forestières non gérées. Pour cela, un territoire de 92 000 hectares constitué de forêts principalement feuillues a été identifié à l'est de Bordeaux jusqu'aux limites de la Dordogne. L'envoi de 15 000 courriers aux détenteurs de cette ressource inexploitée a permis aux porteurs de projets, le CRPF Nouvelle-Aquitaine, d'approcher plusieurs centaines de petits propriétaires qui ne s'occupaient pas de leurs parcelles. Donc 15 000 courriers, une centaine de propriétaires au final. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a fallu les convaincre d'entrer dans le projet avec une perspective d'aide limitée à 40% des travaux, qui est déjà sacrément conséquent, on va pas se le cacher. Ouais. Nous avons expliqué que la valeur des bois et la subvention payeraient le reboisement. Et j'ai personnellement constaté que des gens avaient perdu la valeur du bois. La majorité d'entre eux étaient persuadés que le bois ne vaut rien. Or, le piquet de châtaignier se négocie 17 € le ster et la demande en bois de feu ne cesse d'augmenter. Entre la forêt et la chaufferie, Forêt d'avenir a réalisé le tri des produits forestiers afin de valoriser au mieux la récolte. Nous avons ainsi valorisé 21 000 tonnes. Ouais, je ne sais pas dire ce chiffre à voix haute en fait. 21 000 tonnes de bois d'industrie et 8 000 m3 de bois d'œuvre pour les scieries. Ce tri a permis de mieux rémunérer les propriétaires qui ont obtenu sur leur bois une moyenne de 12 € la tonne. Plus de 5 000 hectares du périmètre ont été diagnostiqués et une centaine de propriétaires ont bénéficié de travaux d'amélioration sur plus de 800 hectares. 340 hectares de peuplement feuillu pauvre ont été convertis en résineux, dont 260 hectares de pins maritimes. Mais les feuillus n'ont pas été oubliés. 250 hectares de feuillus ont été améliorés avec l'introduction de chênes, mais aussi d'aulnes, de bouleaux et de charmes. En forêt privée, nous avons l'habitude de faire du prêt-à-porter en agissant simplement et efficacement avec ce projet. Nous avons pu réaliser de la haute couture grâce à des choses que l'on ne faisait pas avant. Dans l'amélioration, c'est le sol qui commande. Nous avons opéré du balivage, un peu d'irrégulier, mélangé résineux et feuillu. Ce laboratoire a aussi permis de regrouper des propriétaires dans des associations syndicales libres et de mettre en place des documents de gestion durable. Les 3 opérateurs économiques partenaires du programme, la coopérative Alliance Forêt-Bois, la société forestière et les entrepreneurs de travaux forestiers ont bénéficié de mandats de gestion. Forêt d'avenir nous a permis de les faire retravailler dans les peuplements feuillus. Et demain, un certain nombre de propriétaires n'ont pas pu déposer leur dossier avant la clôture du programme, mais nous avons conservé leurs coordonnées dans notre base de données et nous essaierons de les faire bénéficier du financement privé dans le cadre du label bas carbone. Nous avons constaté au cours de ces 5 années que les propriétaires ont changé, ils se sont plus focalisés sur des critères économiques, l'environnement, la biodiversité et la fonction sociale prennent de plus en plus de place. Alors, on l'a refait, ils ne sont plus focalisés que sur des critères économiques. L'environnement, la biodiversité et la fonction sociale prennent de plus en plus de place. Cela nous oblige à innover. Nous avons calculé qu'il faudrait 600 hectares par an pour que la forêt contribue à la neutralité carbone qui est envisagée à l'horizon 2050. Oui. Alors, un article qui peut être un petit peu dérangeant, on va dire.
L'initiative est très intéressante, hein, Forêt d'avenir, donc récupérer des forêts qui ne sont pas valorisées et qui ne sont pas dans des itinéraires de gestion, ce qui est dit par la petite phrase, je sais plus où elle est, euh, voilà, qui nous a permis de regrouper les propriétaires et de mettre en place des documents de gestion durable. Donc les documents de gestion durable, évidemment, c'est essentiel si on veut mener à long terme une forêt qui répond aux exigences de production sociétale et environnementale. Là où on a une petite phrase qui va faire hurler beaucoup de personnes sans doute, c'est de se dire que 338 hectares de peuplement feuillu ont été convertis en résineux. Alors si on prend la phrase telle quelle, on peut essayer d'alimenter le débat sur oh on est en train de remplacer les feuillus par des résineux en France. Alors déjà c'est pas tout à fait le cas, il y a de plus en plus de plantations résineuses c'est vrai, mais le feuillu reste quand même prioritaire. Et ensuite derrière cette petite phrase il faudrait aller chercher qu'est-ce que ça veut dire un peuplement feuillu pauvre. Si on est sur des peuplements de châtaigniers par exemple qui sont dépérissants, en effet le fait de remplacer ce peuplement par du résineux en mélange si possible, c'est ça qui n'est pas précisé non plus dans la phrase, ça n'a pas forcément un impact extrêmement négatif. Le fait de remplacer des peuplements feuillus par des résineux, ça peut paraître un peu choquant, mais il y a des fois où ça se justifie. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un réflexe, on va dire, et il faut voir aussi comment se fait cette conversion. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une plantation monospécifique qui va remplacer un peuplement qui était mélangé, ou est-ce qu'on est sur un mélange feuillu résineux, ou un mélange même de résineux qui vient remplacer un peuplement qui était dépérissant. Vaste sujet, soumis à débat un de ces jours, sur cette chaîne, peut-être. Et un petit encart sur l'importance de regrouper les propriétaires. Susciter le regroupement des petits propriétaires peut faciliter la gestion forestière et la récolte de bois constituait un objectif clé du programme Forêt d'avenir. En dessous de 4 hectares, un propriétaire ne peut bénéficier des aides de dynamique bois et s'associer avec ses voisins permet donc de sauter l'obstacle. L'ASLGF, donc un groupement forestier né en 2017 dans le contexte d'amélioration et de mobilisation de bois énergie sur le territoire des 3 communautés de communes du sud-est girondin, 31 propriétaires se sont regroupés dans le cadre d'une association syndicale libre de gestion forestière, donc ASLGF. Ils auraient pu choisir un autre sigle parce que c'est vraiment pas facile à prononcer. Une unité de gestion pertinente de 256 hectares a ainsi été constituée, composée essentiellement de peuplements feuillus et résineux en déficit d'entretien. Alors, on va faire un petit calcul rapide, 256 hectares divisé par 31 propriétaires, on est sur des propriétaires qui ont en moyenne 8 hectares de forêt, ce qui rentre dans la moyenne, on va dire, nationale, haute, des propriétaires forestiers, c'est-à-dire que généralement en France, on a des propriétaires qui ont des forêts aux alentours de 3, 4, 5 hectares. Ceux qui sont un peu plus gros, on va dire, c'est-à-dire petits propriétaires forestiers mais de taille conséquente, on va arriver sur les 8 hectares et ensuite on passe sur des gros propriétaires forestiers. Voilà, donc une unité de gestion à travers cette association, donc ce groupement forestier qui a réuni 31 propriétaires, a permis de mettre dans le même document de gestion 256 hectares, composés essentiellement de peuplements feuillus et résineux en déficit d'entretien. Donc il va falloir rattraper les itinéraires sylvicoles et venir travailler sur le peuplement pour leur mettre ce qu'on appelle d'équilibre. Autrefois, les agriculteurs s'occupaient de petites parcelles forestières pour produire du bois de chauffage ou des piquets pour les vignes et les prairies, témoigne Emmanuel Barène, président du groupement forestier. Donc Forêt d'avenir a donné l'opportunité aux petits propriétaires de favoriser une gestion respectueuse de l'environnement en améliorant les peuplements. Les travaux ont débuté cette année sous le contrôle d'un gestionnaire forestier professionnel. Le bois récolté sera valorisé en bois d'œuvre, chauffage, piquet et bois énergie pour les chaufferies du secteur. Les travaux d'amélioration seront ensuite réalisés en reboisant avec des essences feuillues ou résineuses adaptées au sol, avec l'objectif de stocker du carbone. Les démarches préliminaires ont été effectuées avec le soutien du technicien forestier du CIPEM, syndicat interterritorial du pays
du haut entre-deux-mers, oh là là, et l'appui du CRPF. Nous sommes soucieux de pratiquer sur nos parcelles une gestion durable. Nous avons donc réalisé avec notre gestionnaire un plan simple de gestion concerté et avons adhéré au programme de certification forestière PEFC. Le groupement forestier est aussi devenu le premier groupement d'intérêt économique et environnemental forestier de Nouvelle-Aquitaine. Yo, salut Eramil, ça biche? T'écoutes à moitié en bossant. Ah ben, tant que tu prends la bonne moitié, moi je dis ça va. J'espère que, bah tiens, tu vas pouvoir me faire un retour, toi. J'espère que le son, la voix et les petits oiseaux sortent bien, qu'il n'y a pas de saturation et que le son du micro n'est pas trop, comment dire, aérien, qu'il n'y a pas trop d'écho, qu'il n'y a pas trop de retour bizarre derrière. En tout cas, travaille bien. Et bienvenue, bonne matinée. On va pas tarder à passer sur Lumberjack Dynasty, ça risque d'être peut-être un peu moins agréable à écouter, mais merci d'être là. Sylvaligne à la pêche aux propriétaires d'Île-de-France, non, pas forcément intéressant. De toute manière, il nous reste un quart d'heure. Donc on va pas faire tout le dossier évidemment, mais le dossier bois énergie s'attarde ensuite sur le granulé qui apparemment voit l'avenir en vert. Le granulé est à 150% dans le bateau de la filière forêt-bois, la carte de production des granulés. Voilà, on finit sur le produit transformé du bois énergie, le granulé, qui permet d'utiliser des chaufferies automatisées. Biosilva va doubler sa production de granulés, donc vive la granule, une petite pub pour une chaudière justement. Une petite fiche technique sur la processionnaire du chêne, donc qui est une chenille qui vient boulotter nos chênes. Mais que je vous réserve pour la prochaine fois, parce que je pense que nous allons passer à la suite, après une micro-pause de 5 minutes, comme d'habitude. Alors voilà, Eramil il arrive, et on passe en pause. Le bois précieux connaît la musique, il nous reste beaucoup d'articles à voir, je verrai si on continue vendredi ou si on passe à autre chose. Et ce qui est très sympathique aussi dans ce magazine Forêt de France, c'est qu'à chaque fois il y a une fiche... Pourquoi il y a un courant d'air? Pourquoi je me l'épelle? Ouais. Il y a une fiche sur un arbre, donc là ce mois-ci c'est le peuplier tremble, bah tiens on peut finir un petit peu là-dessus, ça pourrait être sympathique. Ah oui. Et ensuite, il y a des interviews de propriétaires forestiers qui sont toujours très intéressantes. Mais très rapidement, pour finir donc la revue de presse, le peuplier tremble, tac. Oui, nous avons présenté dans notre précédente édition les qualités mécaniques du peuplier tremble mises en évidence par une étude de l'Institut FCBA. Forêt construction bois ameublement il me semble. Cette fiche vous en dira un peu plus sur cette essence qui nous est familière. Donc de son nom latin Populus tremula fait appel à l'histoire et à une caractéristique physique du tremble. Populus fait référence aux arbres que les Romains plantaient dans les villes et tremulus, donc tremblant, rappelle que ces feuilles s'agitent au moindre souffle de vent. C'est vrai pour tous les peupliers et explique ce pourquoi on les aime. Cet arbre, qui peut atteindre 25 mètres de hauteur, bénéficie d'une longévité moyenne, 60 à 80 ans. Allez, Ramil, ça fait 1 heure qu'il est là. Oh, et t'as même pas dit bonjour. Donc un arbre qui peut atteindre 60 à 80 ans de vie, il rejette de souches, il drageonne fortement et il se bouture difficilement. Donc il rejette de souches, ça veut dire que vous le coupez, à partir de la souche, il y a de nouvelles branches qui vont se développer. Il drageonne, ça veut dire que il a la capacité de faire un drageon qui va un petit peu plus loin. Un drageon, comment c'est Mais non, pas le drageon de Komodo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En botanique, un drageon est un stolon souterrain. Il se développe non pas à partir d'une graine, mais à partir du méristème situé sur les racines. Donc où suis-je? Donc en effet, drageonner, la capacité du peuplier, à partir des racines qu'il fait s'étendre autour de lui, de repartir... Oh, du don. J'ai des messages bizarres. De faire repartir une tige à partir d'une racine, et donc du coup c'est de la multiplication non sexuée. Il rejette de souches, il drageonne et se bouture difficilement. Son port est érigé à cime étroite, son tronc droit est élancé et recouvert d'une écorce jaunâtre, grisâtre ou verdâtre, restant lisse très souvent. Eramil est dans l'ombre.
Très bien. Ces bourgeons sont ovoïdes, donc ils sont plutôt pointus, brun foncé et visqueux, et luisants. Les rameaux courts accueillent des feuilles alternes, donc opposées, alternes, on est d'accord, arrondies et crénelées, vert mat sur le dessus, glauque dessous. Donc glauque, c'est une couleur verte un peu foncée avec une pointe de bleu pour les spécialistes, mais c'est une couleur très particulière qu'on retrouve assez souvent dans la nature. C'est le côté vert un peu bleuté métallique. Les chatons pendants sont divisés entre les femelles, verdâtres à la floraison, et les mâles qui sont plutôt argentés puis bruns. Populus tremula est une essence, qu'est-ce que je fais est une essence pionnière qui pousse spontanément dans nos forêts, comme le peuplier noir et le peuplier blanc. Pionnière, ça veut dire que c'est une essence qui va venir s'installer en priorité, en premier, dans des forêts ou des zones nues qui sont en train d'être colonisées par la végétation. Le tremble est un arbre à croissance rapide, originaire des régions tempérées, des régions boréales de l'Europe et de l'Asie. Il présente une très grande diversité, ce qui explique qu'il existe de nombreuses formes et sous-espèces. Il peut tolérer un large éventail de conditions d'habitat et colonise généralement les zones perturbées, comme les zones coupe-vent. On le rencontre en forêt quand les conditions stationnelles lui sont favorables, plutôt en milieu humide, et si le sylviculteur ne réduit pas son extension au profit d'une essence objective comme le chêne. Donc là, encore une fois, comme toutes les essences pionnières quasiment forestières, si vous voulez conserver cette essence dans votre forêt, il faut travailler à son profit, puisqu'elle est très rapide à s'installer sur un territoire. Par contre, elle est beaucoup moins... elle a beaucoup moins de facilité dans la concurrence avec les autres essences, et donc à horizon 10, 20, 30, 40, 50 ans, elle risque de se faire étouffer par d'autres essences qui, elles, sont plus adaptées pour aller capter la lumière et pour concurrencer les ressources dans le sol avec le système racinaire. Le tremble est principalement présent en France sur des sols humides et argileux. Il est observé majoritairement dans la moitié nord-est de la France, en Sologne, en Brie, dans le Tardenois, en Champagne humide, dans les plaines et dépressions Péry-Morvandel et dans la plaine de Saône et de la Bresse. Mais on peut en croiser sur l'ensemble du territoire et jusqu'à 2200 mètres d'altitude lorsque les conditions lui sont favorables. On peut voir sur le petit schéma à droite d'ailleurs que la répartition du tremble, alors en vert foncé c'est la présence la plus commune, mais par contre en vert clair vous voyez qu'il y a des zones méditerranéennes et de montagnes, voire même bretonnes, qui peuvent totalement lui convenir. Alors quels usages? Son écorce a servi de vermifuge pour les chevaux. Quand ça commence comme ça d'habitude, quand les usages commencent par une utilisation qui est tombée totalement en désuétude, c'est que c'est pas très bon signe pour la valorisation de ce bois-là. Comme le peuplier blanc, son bois est très blanc. À duramen non apparent, il est homogène, élastique, souple, et on le sait depuis peu, il possède de bonnes qualités mécaniques qui lui ouvrent potentiellement des utilisations en structure. Peu exploité en France, le tremble est apte à plusieurs usages. Il se déroule pour être transformé en contreplaqué, en allumette ou en moule de cuisson. Incroyable. Bois d'emballage et de caisserie, il fournit aussi une pâte à papier de qualité et peut entrer dans la fabrication de panneaux de fibres et de particules. Donc là, on a repris les utilisations dans le désordre. En gros, les utilisations les moins valorisantes, ça va être la trituration, c'est-à-dire la pâte à papier, les panneaux de fibres et de particules. Donc la trituration, c'est à partir du moment où vous allez réduire en particules ou en morceaux votre bois pour le recoller ou pour en faire... pour le recoller en fait, que ça soit... ou pour en faire de la pâte à papier, évidemment. Donc lui faire subir un traitement de transformation. Ensuite, on va avoir le contreplaqué, allumette, moule de cuisson, emballage et caisserie. Donc ça, c'est une manière de valoriser un petit peu mieux votre bois, mais qui reste un usage unique, on va dire. Le bois d'emballage et de caisserie, il n'a pas, par définition, d'ambition de rester très longtemps sous cette forme-là. Il est assez vite recyclé ou alors brûlé. Et la manière de valoriser le mieux, là dans ce que je lis, le tremble, c'est de faire du contreplaqué et en particulier du déroulage. Voilà, donc le déroulage, à quoi que tu puis qu'est-ce à dire que ceci, le déroulage, n'est-ce pas? Le déroulage, il faut imaginer que votre grume, ça va être comme un crayon que vous allez aiguiser. Donc vous allez passer votre grume dans
une énorme lame qui va venir dérouler littéralement. Donc la grume tourne et puis il y a une lame qui va venir trancher pour faire une feuille de bois en fait. Et ces feuilles de bois sont ensuite utilisées dans le plaquage. Donc vous allez avoir des contreplaqués qui ont une essence centrale dans le contreplaqué, qui est par exemple du pain, ou en tout cas une essence qui coûte pas très cher, et sur l'extérieur on va venir plaquer des feuilles de déroulage de tremble, et on va vous vendre le panneau comme étant une imitation tremble de très haute qualité. Et ça permet de valoriser énormément le bois, mais pour ça il faut avoir des arbres qui ont des caractéristiques techniques de grande qualité, parce qu'évidemment si on déroule notre arbre, que l'arbre n'est pas bien rond, entre guillemets, qu'il possède des nœuds qui ne vont pas rester en place, ou alors des nœuds, des grosses branches, des gros nœuds qui vont être considérés comme non... comment dire, harmonieux d'un point de vue visuel, on va sortir en fait de la capacité de dérouler cet arbre pour le valoriser. On a quelques feuilles, enfin quelques dessins là qui nous montrent les jeunes rameaux, les feuilles arrondies et crénelées, les chatons femelles. Une petite photo d'illustration qui est un peu pixelisée, et surtout ce que nous on utilise beaucoup en forêt, ce qu'on appelle l'écogramme. Donc c'est un tableau qui nous permet, à partir d'un axe vertical et horizontal, de classer en fait les exigences du sol et en alimentation en eau de notre essence. Donc là on peut voir qu'on a un carré vert foncé qui nous dit que c'est un arbre qui aime les sols un peu humides à très humides, voire carrément mouillés. Donc c'est un arbre qui tolère largement le fait que l'eau va stagner dans le sol. Et c'est aussi un arbre qui va aimer les sols acides à calcaire. Donc on peut vraiment le trouver quasiment sur tous les types de sols, ce qui explique aussi sa répartition sur le territoire métropolitain, sachant que le vert foncé de la carte correspond au vert foncé de notre écogramme. Et donc, dans les parties, par exemple, les plus méditerranéennes ou d'altitude, en fait, on va voir que ce sont des arbres qui sont dans leurs limites, mais qu'ils tolèrent encore, donc des sols qui sont à peu près secs, voire bien drainés. Et on va pas finir sur le portrait d'une forestière, peut-être qu'on verra ça la prochaine fois. Je vais me faire encore, et vous allez me dire c'est scandaleux, hein, mais c'est 5 minutes de pause, et ensuite on passera à la partie jeu, où on va reprendre ce fameux Lumberjack Dynasty, et on va essayer cette fois-ci que le son et la technique fonctionnent bien, mais jusqu'ici ça a l'air de bien se passer. Objectif du jour, ça va être extrêmement répétitif, ça va être de réparer la scierie et de trouver... comment faire des planches, parce que je vous avoue l'autre jour j'ai un peu tourné en rond. Il faut balancer des rondins dans l'eau pour que la scierie la prenne, j'ai pas tout suivi. Bref, on va essayer d'explorer ça pendant 1 heure et demie, peut-être 2 si je suis en forme, mais il commence à faire frais. J'espère, Eramil, que tu es ravi, parce que là nous avons le cri d'une buse qui doit vraiment pas être très loin dans mon jardin. Elle ne veut pas recrier, c'est bien dommage. Bref. Je vous laisse là, on va faire un petit écran transition. Oh, mon dieu, ça ne ressemble à rien, mais j'aime beaucoup. Et l'autre jour, j'ai mis un pull vert, du coup, j'étais littéralement transparent là-dessus. J'aimais bien. Attendez, transition, on va regarder... Oh là là. Regardons le soleil. Alors, je sais pas où il doit être derrière les nuages. Oui, le soleil est là-haut. Est-ce qu'on peut un petit peu jouer avec la luminosité? Oui, vous voyez là-bas? C'est le soleil derrière les nuages. Incroyable, hein? Salut Kenny Perma. Câlin à tout le monde. Oh bah t'es généreux ce matin. Ah, je peux vous laisser sur cette image. On voit le soleil au moins. Et ça marche quand on fait ça. Oula, c'est très très gris. Julien qui disait tout à l'heure, on est dans une ambiance de fin du monde. Je crois que là, on y est carrément. Ah, c'est pas très sympa, hein. On peut pas faire mieux. Notre ami la Buse qui est de retour. Spécial dédicace. Ouais,
Je pense qu'aujourd'hui, aucun réglage ne permettra... Oula. Voilà. Nous sommes dans le gris, il y a une petite lumière en haut à droite. Allez, je fais ma petite pause, je vous mets un peu de musique, je vous mets un petit message comme ça. Dans... Allez hop, on joue à Lumberjack Dynasty, sauf que si on appuie sur... Mercredi, qu'est-ce que je fais? Si on appuie sur Start, vous allez voir. Hop! Le chrono est lancé. Ah, j'aime la technologie quand ça fonctionne. Allez, petite musique, je ne sais pas si vous en avez marre, mais moi j'aime beaucoup quand Francis Ferrier nous joue je sais plus comment ça s'appelle. Le trou de mémoire. On le met quand même. Voilà, ça. Je ne sais plus comment s'appelle cet instrument. Si vous avez, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, je vous lirai dès mon retour. A tout à l'heure, profitez bien. A tout à l'heure, profitez bien. Ouais.